50 millions de livres vendus dans le monde, des ouvrages traduits en 50 langues. Et il nous présente ce matin son 25e roman. Bonjour Marc Lévy. Bonjour. Bienvenue. Ce nouveau roman s'intitule La Symphonie des monstres, édité chez Robert Laffont Versilio. Alors ce livre, c'est un thriller géopolitique, Marc. Donc c'est du. Je vous disais juste avant qu'on démarre cette émission, je disais c'est du Lévy pur jus. C'est-à-dire que c'est vraiment. Vous êtes le maître pour nous tenir en haleine. On démarre, il faut prévoir quelques heures, vous ne pourrez pas vous arrêter. Et en même temps, c'est un livre fort, puissant, puisqu'il se déroule de nos jours, en pleine guerre d'Ukraine. Il traite de l'enlèvement d'enfants ukrainiens par la Russie. Donc c'est un roman. Les personnages sont inventés. Le petit garçon, le petit Valentin 9 ans, qui est enlevé, le petit garçon ukrainien qui est enlevé, la maman qui va avec sa fille, sa grande fille adolescente. On ne va pas en dire trop, mais ils vont essayer de le retrouver. Donc tout ça, ce sont des personnages inventés. Mais les faits sont vrais, Marc. C'est une réalité en 2023. Oui, c'est une histoire vraie. C'est un roman d'amour et de courage et de résistance, mais qui est ancré dans une réalité. Entre 40 000 et 80 000, les estimations, entre 40 000 et 80 000 petits-enfants ukrainiens ont été arrachés à leur famille, ont été embarqués, emmenés en Russie. Pourquoi? C'est quoi le but? Le but, c'est une entreprise génocidaire. C'est-à-dire que le but, c'est de faire disparaître la culture ukrainienne. Donc, par exemple, ça peut paraître fou, mais les Russes bombardent les cimetières. Enfin, les Russes. La Russie de Poutine. C'est très important de faire la distinction. La Russie de Poutine bombarde les cimetières dans lesquels reposent les artistes ukrainiens du 17e, 18e, 19e pour faire disparaître toute trace de l'Ukraine. De mémoire. Toute trace de l'existence. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous dire, la civilisation de l'ancienne Égypte, elle n'existe plus. Mais vous ne pouvez pas nier son existence devant les pyramides et les sphinx. Et là, l'entreprise de Poutine, c'est de faire en sorte que l'Ukraine n'ait jamais existé. Donc il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a d'abord la guerre, tuer les gens. Ensuite, faire disparaître toute trace de la culture. Réécrire les livres d'histoire et de géographie, parce que comme le disait Orwell, celui qui réécrit le passé contrôle l'avenir. Et faire disparaître la génération qui donnera naissance à une génération d'après. Donc en kidnappant, alors le projet de Maria Lvova-Belova, qui est l'auteur de ce programme, c'était de kidnapper 700 000 enfants. Alors vraiment, elle existe, cette dame. Oui, elle existe. On va voir son visage. Donc elle est avec Poutine. Ils sont à l'origine de ce plan, on va dire, machiavélique, en fait. Elle est à l'origine de ce plan et elle a convaincu Vladimir Poutine de l'intérêt de ce plan dans la stratégie entreprise par Vladimir Poutine. Et donc le plan, c'était d'enlever 700 000. Alors la réalité des chiffres est différente. Ils en ont enlevé à ce jour... il y en a 39 996 recensés. Ouais. Et on estime, puisque les enfants d'orphelins ne sont pas recensés, qu'il y en a 80 000. Mais quand j'étais à Kiev il y a quelques semaines, j'ai fait une rencontre avec le responsable des droits de l'homme, et le chiffre était celui-là, et 996 enfants avaient été retrouvés. Donc voilà, pourquoi kidnapper ces enfants? Parce que on les kidnappe pas pour on les kidnappe pas pour les tuer. Hein. Non. On les kidnappe pour les emmener dans des écoles et des pensionnats où on va les rééduquer, on va leur faire croire que leurs parents sont morts ou que leurs parents les ont abandonnés ou qu'ils ne veulent plus d'eux. Et ensuite, on va les donner à des familles en ayant changé leur nom et en ayant fait d'eux des Russes. Donc en fait, l'idée de Poutine, c'est simple, c'est je fais disparaître toute une génération d'Ukrainiens, il n'y en aura plus après, quoi. Dans vos précédents romans, notamment la trilogie des 9, Marc, il me semble que vous disiez toute ressemblance avec des personnages ayant existé, etc. Et après, dans le troisième, j'avais fait un clin d'œil, j'avais mis toute ressemblance avec des personnages ayant existé, 3 petits points, et j'avais mis « oh, et puis merde ». Ok, et puis merde. Sauf que là, vous avez franchi un palier supplémentaire, puisque on entend, on lit le nom de Poutine, vous le citez comme un dictateur dans ce livre, etc. Vous risquez quelque chose ? Est-ce que les avocats de Robert Laffont ont vérifié? Je pense qu'il y a autre chose à faire. Non, dans ce genre de cas, on risque plus le théopolonium qu'un procès. Non, Poutine ne fait pas de procès. Poutine emprisonne ou fait assassiner ses opposants. Mais vous n'êtes pas posé la question en vous disant est-ce que je risque quelque chose? Parce que ça en valait la peine. Il fallait absolument, ce livre, il dénonce pour qu'on ne puisse pas dire qu'on n'était pas au courant de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Écoutez... Dans cette époque où on ne sait plus à quoi croire, où vous voyez, l'information et la désinformation se télescopent en permanence, je trouve que le roman joue un rôle très important parce que le roman il ne nous impose rien. Le roman, comme vous l'avez dit, c'est un thriller. C'est l'histoire de cette maman qui est infirmière, c'est l'histoire de cette jeune fille qui est en pleine crise d'adolescence, c'est l'histoire de ce petit garçon de 9 ans. Et c'est ces 3 amours immenses qui sont qui se retrouvent égarés sur les routes de la liberté et qui vont tout faire pour se retrouver.
Mais ce qui nous relie au contexte dans lequel ils sont, c'est l'empathie qu'il provoque chez nous. Je regardais avec beaucoup de joie une série que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Toutes les lumières que l'on ne voit pas, qui est adaptée d'un roman que j'avais encore plus aimé. Et bon, l'histoire de cette jeune fille, alors. L'histoire de cette jeune fille qui est aveugle et qui transmet des messages à la résistance par une radio depuis un grenier. Tout ça peut paraître très sinistre et très glauque pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais l'humanité de cette jeune fille, hein, l'humanité des résistants autour d'elle, ça me donne envie, moi, de résister. Ça, vous voyez. Je trouve que ce sont des romans, je ne suis pas en train de faire la pub pour mon roman, mais je trouve que les romans de résistance, c'est des romans qui sont... C'est vraiment qui ont une importance aujourd'hui, parce que tout est fait pour nous faire croire à la fatalité. Quand je travaillais avec Jean-Christophe Ruffin à Action contre la faim, on entendait des gens qui nous disaient « Ah, ça sert à rien de donner pour la faim, parce que de toute façon, la faim, ça existera toujours, ça a toujours existé. » Or, le message a changé, les gens se sont rendus compte que la faim dans le monde, c'était pas une fatalité, mais c'était une maladie qui se soignait. Et aujourd'hui, il y a eu des progrès énormes. Donc voilà, je trouve que c'est un roman, je crois que l'amour qu'on ressent pour ce petit garçon, qui a un imaginaire incroyable. Il est courageux, hein. Il est méga courageux. Oui, mais je crois qu'il s'en rend même pas compte. Ouais, non, du haut de ses 9 ans, évidemment. Il a une imagination dingue, et au lieu d'avoir peur, il plonge dans son imagination, et il n'a qu'une envie, c'est de s'évader. Ouais. Une question, Marc, importante. On va voir quelques photos du Salon du Livre de Moscou en 2020, je crois. Vous êtes très populaire en Russie. On est d'accord que là, alors d'abord, est-ce qu'il va sortir en Ukraine et en Russie, ce livre? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir remettre les pieds sur le sol russe pour faire des dédicaces de ce livre? À mon avis, non. Alors, le roman en Ukraine, oui, il va sortir en février, et je vais faire bien sûr, je vais aller à Kiev pour faire une signature. En Ukraine, en Russie, alors mon éditeur russe qui est en exil avait réussi à faire sortir Noah, ce qui était déjà un tour de passe-passe. Il est évident que celui-là, il ne peut pas. Alors on a pris une décision qui est, le roman va être mis en ligne gratuitement en russe pour les Russes. C'est une décision importante parce que... C'est un vrai acte fort, hein. Oui, mais c'est pas pour me la péter, jouer. C'est parce que, encore une fois, je pense que si entre 1930 et 1939, des Allemands avaient lu des romans populaires qui les avaient touchés, qui les avaient émus, et dans lesquels ils avaient rencontré les premières victimes du nazisme. S'ils avaient su. S'ils avaient ressenti. Parce que, comment vous dire, la haine n'existe qu'à partir du moment où on réussit à déshumaniser l'autre. Et ça, c'est vrai dans tous les conflits. Et donc voilà, là, c'est important parce que les lecteurs russes, moi j'ai la chance d'en avoir un paquet, comme vous avez vu, quand ils vont lire l'histoire du petit Valentin, ils vont avoir envie d'avoir peut-être autant de courage que lui. Et puis, tout à l'heure, je faisais une petite précision quand je vous ai dit la Russie de Poutine et pas les Russes. Une maman russe, elle aime ses enfants comme une maman ukrainienne et comme une maman française. Une sœur russe, elle aime son petit frère, comme nous on aime nos frères et nos sœurs. Et on n'est pas différents les uns des autres. Ce sont ceux qui déclarent les guerres qui font que les jeunes meurent sur les champs de bataille. Le dernier roman, le 25e de Marc Lévy, s'intitule La Symphonie des monstres, chez Robert Laffont Versilio.